Si vous deviez choisir un moment, celui qui a tout fait basculer, eh bien pour moi, ce serait celui où j'ai ouvert la porte, les cheveux encore en bigoudi, et qu'il était là. Pas un voisin, pas un facteur, mais lui. Un jeune homme avec un regard clair, une boîte à outils et une phrase qui m'a perforé le silence. Vous êtes bien Madame Louise, pour la fuite dans la salle de bain. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer qu'il ne venait pas seulement réparer un tuyau, mais ouvrir une brèche, dans ma routine, dans mon cœur, dans ma vie figée depuis trop longtemps. Mais laissez-moi reprendre depuis le début. Avant cette histoire, j'étais une femme de 62 ans. Veuve depuis 13 ans, les enfants partis, un chat qui dort trop et une horloge qui me rappelle chaque jour qu'il est trop tard pour presque tout. Je vivais à Cressac-sur-Lignon, un petit village où l'on entend les cloches avant même de voir l'église. J'avais une vie simple. Un jardin rempli de soucis, autant les fleurs que les pensées, et une maison trop grande pour une seule personne. La solitude, ça ne fait pas de bruit, mais ça finit par devenir un meuble de plus, un fauteuil vide qu'on finit par ne plus voir. Ce matin-là, justement, j'avais remarqué une tache d'humidité au plafond. Une fuite. J'ai soupiré. J'ai pris l'annuaire. Et c'est là que je l'ai vu. Damien L. Plombier, intervention rapide, sérieux et discret. 30 ans, disait-on. Ancien de Toulouse. Le genre de professionnel qu'on appelle sans penser à rien d'autre qu'à la facture. Sauf que lui, il est entré dans ma vie comme on entre dans une pièce qu'on pensait abandonner. Il est arrivé le lendemain matin. Punctual. Cheveux en bataille, jean usé, et ce ton franc, presque doux. Je vais vous arranger ça, madame. Vous verrez, ce sera comme neuf. Et il l'a fait. Rapide, efficace. Mais il a aussi posé des questions, sur la maison, sur les plantes, sur le chat. Il ne se comportait pas comme les autres jeunes du village, souvent pressés, souvent fermés. Il m'a regardé, pas comme une vieille, mais comme une personne. Et croyez-moi, à mon âge, ce genre de regard devient rare, précieux, presque dangereux. Je ne pensais pas le revoir. Mais 3 jours plus tard, il a frappé de nouveau. Je repassais dans le coin, je voulais vérifier que la fuite ne s'était pas déplacée. Mensonge. Mais gentil mensonge. J'ai souri. Et je l'ai laissé entrer. C'est ainsi que tout a commencé. Il venait tous les samedis. Parfois pour vérifier une canalisation, parfois juste pour un café. Il m'aidait dans le jardin, m'écoutait raconter mes souvenirs de jeunesse. Il posait ses outils et restait plus longtemps à chaque fois. Un jour, il a installé un robinet neuf dans la cuisine. Un autre, il a réparé le volet qui grinçait depuis 5 ans. Et moi, j'ai commencé à l'attendre. C'est ridicule, non? Une femme de 62 ans qui guette l'arrivée d'un jeune homme comme une collégienne. Mais je ne contrôlais rien. C'était plus fort que moi. Un après-midi, alors qu'on arrosait les géraniums ensemble, il a dit « Vous savez, j'aime bien venir ici. Ça change de l'agitation. Ici, c'est paisible. Vous êtes paisible. » Je n'ai rien répondu. Mais à l'intérieur, tout remuait. Les gens du village ont vite remarqué. Une voiture étrangère devant chez moi chaque samedi, un homme jeune qui sortait avec de la terre sur les mains et un sourire sur les lèvres. Les rumeurs n'ont pas tardé. Chez la coiffeuse, on disait « La vieille Louise s'est trouvée un petit plombier ». À l'église, on chuchotait. Elle ferait mieux de penser à ses petits-enfants, pas à flirter. Mais je m'en fichais. Enfin, c'est ce que je disais. Jusqu'au jour où ma voisine, Jacqueline, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Il pourrait être ton fils ». Je n'ai pas su quoi répondre. Elle avait raison, bien sûr. Mais c'était bien plus compliqué que ça. Parce que Damien ne me regardait pas avec pitié, ni avec amusement. Il me regardait avec attention. Avec tendresse. Avec amour? Je n'osais pas y croire. Un soir, après avoir partagé une quiche et un souvenir de mon mari défunt, il a posé sa main sur la mienne. Juste ça. Un contact. Mais j'ai senti un frisson remonter jusqu'à mon cou. Il a murmuré. « Louise, vous êtes belle quand vous souriez. » Et moi, j'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, un peu triste. Mais il n'a pas reculé. Il a souri. Et il est resté. Le lendemain, il m'a apporté un petit pot de confiture qu'il avait fait lui-même. Trop sucré, trop épais. Mais j'ai dit que c'était délicieux. Une semaine plus tard, il est arrivé avec un sac de couchage et m'a demandé s'il pouvait rester cette nuit-là. La pluie tombait fort. La route était mauvaise. J'ai dit oui. Et il n'est plus jamais reparti. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée, à 62 ans, à partager mon quotidien avec un homme de 30 ans. Rien que cette phrase,
elle aurait fait hurler de rire mon mari s'il était encore là. Ou bien pleurer. Ou bien les deux. Mais Damien n'était pas un caprice. Il était une présence. Une écoute. Un souffle de jeunesse qui ne cherchait pas à me rajeunir, mais à me reconnaître. Et puis, quelques semaines plus tard, les nausées ont commencé. Au début, je me suis dit que c'était la soupe. Trop lourde. Trop tard le soir. Ensuite, j'ai pensé que c'était la chaleur, ou mon estomac qui faisait des caprices d'hiver. Mais les jours passaient, et la nausée s'accrochait. Un matin, je me suis penchée sur mon bol de café, et juste l'odeur m'a donné envie de vomir. J'ai mis ça sur le dos de l'âge. Après tout, à 62 ans, le corps devient capricieux. Des vertiges, de la fatigue, des douleurs qu'on ne nomme plus. Mais cette fatigue-là, elle avait quelque chose d'étrange. Comme un sommeil qui tirait de l'intérieur. Je n'en ai pas parlé à Damien tout de suite. Il bricolait dans la grange, chantonnait un vieux tube de Cabrel. Je l'écoutais depuis la fenêtre, une main posée sur mon ventre sans savoir pourquoi. Le lendemain, j'ai pris le bus pour la ville. Discreetment. Je ne voulais pas aller à la pharmacie du village. Trop de regards, trop de bouches ouvertes sur des silences pleins de jugement. J'ai pris 2 tests. J'ai attendu le soir. Le premier a mis du temps à réagir. Je regardais cette ligne pâle apparaître lentement, comme une trahison. Le second, pareil. 2 traits. 2 petits traits roses. Incontestables. J.I.R. Un rire sec, incrédule, presque méchant. Comme si la vie avait décidé de me faire une farce cruelle. Moi, Louise, 62 ans, enceinte. Je me suis assise sur le rebord du lit. Longtemps. J'ai caressé mon ventre vide et plein à la fois. Un gouffre de questions. Une peur sans nom. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était réel? Le lendemain, j'ai pris rendez-vous à la clinique du chef-lieu. Je voulais une réponse claire, médicale, définitive. Le médecin m'a regardé, a froncé les sourcils, a vérifié 3 fois les résultats. Et puis il a dit, d'un ton hésitant. « Madame, vous attendez un enfant. » J'ai cru que le sol s'effondrait sous mes pieds. Je suis rentrée sans un mot. Damien était là, en train de repeindre un vieux banc que j'avais laissé à l'abandon depuis des années. Il m'a vu, a deviné que quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas su parler. Alors j'ai tendu l'enveloppe, celle avec les résultats. Il a ouvert. A lu. Puis il a levé les yeux vers moi. Il n'a pas dit un mot. Il est tombé à genoux, a posé son front contre mon ventre, et il a murmuré. « Mon enfant. » Et puis il a pleuré. Pas des larmes de panique. Des larmes d'amour. De vertige. D'inconscience aussi. Pendant un moment, nous sommes restés là. Lui, par terre. Moi, figé. Une main dans ses cheveux, une autre sur ce ventre qui contenait l'impossible. Mais l'impossible ne reste jamais longtemps secret dans un village comme le nôtre. Tout a commencé par une voisine, qui m'a vu acheter des vitamines à la pharmacie. Puis une autre, qui a remarqué que je ne venais plus au club de couture. En moins d'1 semaine, toute la paroisse en parlait. À l'église, les bancs autour de moi sont devenus vides. À la supérette, les caissières évitaient mon regard. Un jour, j'ai entendu 2 adolescentes chuchoter derrière moi. Elles se croient encore jeunes, la vieille. Et moi, je restais droite. Pour Damien. Pour cet enfant. Même si chaque regard me rappelait que je devenais l'objet de moqueries, de dégoût, de scandales. Mais le pire restait à venir. Mes filles sont arrivées de Paris. Alice, la plus grande, avec sa voix tranchante comme du verre. « Maman, c'est de la folie. Tu veux finir dans un hôpital psychiatrique ? » Camille, la cadette, plus douce, mais les yeux pleins de larmes. « Tu ne peux pas faire ça. Il t'a manipulé. Il veut ton argent. Il te fait du mal, maman. » J'ai essayé de leur parler. De leur dire que je n'étais ni folle ni prisonnière. Que Damien m'aimait. Que ce bébé n'était pas une erreur, mais un miracle. Mais elles ne m'écoutaient pas. Elles voyaient une mère perdue, une grand-mère en crise, une femme qui trahissait son âge. Un soir, Camille a dit à Damien, froidement. « Tu devrais partir. Tu détruis notre famille. » Il n'a pas répondu. Il a simplement pris ma main. Faute. Et j'ai su qu'il ne partirait pas. Mais moi j'ai commencé à douter. Pas de lui. Mais de moi. De ma force. De ce que j'étais en train de devenir aux yeux des autres. Une femme amoureuse? Ou une vieille folle qui défiait la nature? Puis est venue cette nuit. J'étais dans mon 7e mois. Mon ventre était énorme, mon dos en feu. Mais le bébé bougeait bien. Damien me parlait souvent à travers mon ventre,
lui chantait des chansons du Sud. Ce soir-là, la pluie tombait fort. Je lui ai demandé d'aller chercher une couverture dans la chambre d'amis. Il est monté. Et puis, un vertige. Un froid glacial. J'ai eu juste le temps de poser la main sur l'évier avant que tout ne bascule. Je me suis effondrée dans la salle de bain. J'ai senti une douleur aiguë. Et le sang. Beaucoup de sang. Je ne me souviens que par éclats. Le cri de Damien. Ses bras qui me soulèvent. La voiture qui hurle sur la route détrempée. Le pare-brise frappé par la pluie. Mon souffle qui s'efface. Je me souviens avoir murmuré, entre deux pertes de conscience. S'il faut choisir, choisis l'enfant. Et lui, il pleurait. Mais il hochait la tête. À l'hôpital, tout est allé vite. Placenta decolle. Detress foetal. Une chance sur 1000. Le médecin m'a regardé droit dans les yeux. Il est probable que nous ne puissions sauver qu'un seul d'entre vous. J'ai répété. Sauver mon enfant. Puis, le noir. Quand je me suis réveillée, tout d'abord, je n'ai rien reconnu. Ni la lumière crue au plafond, ni l'odeur aseptisée autour de moi, ni même le poids étrange dans mes bras. J'étais entre deux mondes, flottante, déconnectée. Un bip régulier m'accompagnait, et une perfusion me reliait à la vie. Puis j'ai senti quelque chose contre ma peau. Quelque chose de chaud. Léger. Un souffle minuscule, irrégulier. J'ai tourné lentement la tête. Et là, dans les bras de Damien, blotti comme un secret longtemps gardé, il y avait un minuscule paquet bleu. Notre fils. Il respirait. Faiblement, oui. Mais il vivait. Et il avait crié, m'a-t-on dit, dès sa naissance. Un cri perçant, comme un refus du destin, un refus de mourir. Un cri qui avait ému même les médecins les plus froids. C'est un miracle, avait soufflé l'un d'eux. Et moi, allongé, encore suspendu à un fil, je savais que j'étais revenue. Revenue pour lui. Parce qu'il m'appelait déjà. Parce qu'il avait besoin de moi, malgré mon âge, malgré tout. Je l'ai appelé Elliot. Le nom m'était venu une nuit, bien avant le drame. Une évidence, un prénom doux et plein d'espoir, comme une promesse. Quand j'ai enfin pu le tenir moi-même, j'ai senti quelque chose fondre en moi. Toutes les peurs, tous les doutes, les jugements, ils s'effaçaient dans ce contact fragile. Il avait des doigts minuscules, une peau translucide. Et pourtant, il portait une force que je n'avais jamais vue ailleurs. Il m'a regardé, ou du moins j'ai voulu y croire, et j'ai compris que je ne serais plus jamais seule. Les jours suivants ont été flous. Controls, incubators, inquietudes. Mais chaque soir, Damien était là. À mon chevet. Il me lisait des passages de livres, me parlait doucement, me faisait boire du bouillon. Il me brossait les cheveux. Il chantait pour Elliot. Pas une nuit ne passait sans qu'il vérifie si je respirais encore. Pas un matin sans qu'il me dise « On va y arriver, Louise. On est une famille, maintenant. » Et moi, malgré la fatigue, malgré les points de suture et les cauchemars, je répondais « Oui, ensemble. » Quand nous sommes enfin rentrés à la maison, Elliot était encore minuscule. Mais bien vivant. Il respirait contre ma poitrine, il tétait faiblement, il dormait la bouche entr'ouverte comme un ange fatigué d'avoir tant lutté. La maison avait changé. Tout avait changé. Damien avait construit de ses mains une petite chambre pour Elliot. Bois de pin, mur bleu ciel, un mobile fait de rubans et de perles suspendues au-dessus du berceau. Il avait même brodé ses initiales sur un petit coussin, maladroitement, mais avec amour. Le village, lui, avait aussi changé. Ou plutôt, il ne pouvait plus nous ignorer. Une radio locale avait entendu parler de notre histoire. Une infirmière de l'hôpital, émue par notre cas, avait parlé à un journaliste. Bientôt, on nous appelait le miracle de Cressac. Les premières réactions furent timides. Josette, ma voisine, est venue un après-midi avec un potage au potiron, les yeux rougis. Elle n'a rien dit. Mais elle a pris ma main, l'a pressée. C'était sa manière de s'excuser. Thérèse, la boulangère, a laissé un petit bonnet tricoté dans ma boîte aux lettres. Sans mots, juste une étiquette avec écrit pour Elliot. Même la présidente du groupe de prière, qui m'avait évité pendant des mois, est venue m'apporter un gâteau aux noix. Elle n'a pas osé entrer. Mais elle l'a déposé sur le rebord de la fenêtre. Et les bancs de l'église se sont peu à peu remplis à nouveau autour de moi. Mais le plus difficile restait à venir, mes filles. Elles sont revenues, une semaine après notre retour à la maison. Alice, toujours raide, presque hostile. Camille, silencieuse. Elliot dormait dans son berceau, emmailloté dans une couverture brodée par mes soins. Alice a franchi le seuil, m'a regardée, puis s'est arrêtée.
Tu vas vraiment élever un bébé à ton âge. Sa voix était pleine de reproches, mais aussi d'incompréhension. J'ai répondu calmement. Je ne vais pas l'élever seule. On est deux. Camille s'est approchée du berceau. Elle a regardé Elliot. Et soudain, elle s'est mise à pleurer. De gros sanglots, irrépressibles. Je lui ai pris la main, sans rien dire. Puis je lui ai confié Elliot. Elle l'a pris contre elle, maladroitement d'abord, puis plus fermement. Elle l'a regardé longtemps. Puis elle a murmuré. « Pardon, maman. » Et c'était suffisant. Ce pardon-là, silencieux, était plus précieux que tous les discours. Il réparait des mois de tension, de colère, de distance. Et dans ses bras, Elliot semblait plus paisible que jamais. Depuis ce jour, mes filles reviennent régulièrement. Alice reste prudente, mais elle a offert un siège au tout dernier cri. Camille, elle, vient presque chaque dimanche. Elle lit des histoires à Elliot, lui chante des comptines qu'elle avait oubliées. Et Damien est devenu un père. Pas un jour ne passe sans qu'il ne change une couche, prépare un biberon, chante une chanson. Il bricole encore, bien sûr. Mais maintenant, ses projets sont faits pour nous, pour lui, pour Elliot. Il a ouvert un petit atelier de menuiserie derrière la mairie. Il fabrique des jouets, des meubles, et parfois, des souvenirs. Et moi? Je suis redevenue Louise. Pas la vieille folle. Pas la honte du village. Juste, une mère. Une femme. Une grand-mère aimée. Parfois, en le regardant dormir dans son berceau, je pense à tout ce que j'ai failli ne jamais connaître. Si j'avais écouté la peur. Si j'avais cédé à la honte. Si j'avais cru que l'amour avait une date de péremption. Mais la vérité, c'est que le cœur, lui, ne connaît pas l'âge. 3 mois après notre retour à la maison, j'ai commencé à revivre. Pas simplement exister ou survivre, non. Revivre. Ressentir la lumière d'un matin, goûter un fruit sans que tout ait le goût du regret. Je me levais non plus parce qu'il le fallait, mais parce qu'un petit être comptait sur moi. Elliot. Ses pleurs devenaient mon réveil. Ses premiers sourires, ma récompense. Ses gestes maladroits, mon trésor. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je retrouverais ce sentiment. Celui d'avoir un but, une urgence douce, une seconde jeunesse pas dans le corps mais dans le cœur. Et Damien, oh Damien. Il était devenu cette constance tendre. Chaque matin, il me préparait mon thé préféré, comme s'il savait que je n'oserais pas me l'autoriser moi-même. Il me disait que j'étais belle avec mes cheveux attachés en chignon flou, mes cernes de fatigue, mes doigts gonflés par le froid. Je le regardais s'occuper d'Elliot avec une dévotion que je n'avais vue chez aucun homme, pas même chez mon défunt mari, Dieu et son âme. Damien chantait, racontait des histoires inventées, faisait rouler de petites voitures en bois sur la table de la cuisine. Et moi, parfois, je l'observais sans qu'il le sache. Je notais la manière dont il courbait les épaules quand Elliot pleurait, comme s'il portait une culpabilité d'avoir mis au monde un fils dont le père serait jugé par le monde entier. Je l'ai surpris un jour, tard le soir, assis seul dans la chambre d'Elliot. Il tenait un petit pyjama entre ses mains, l'air inquiet. Je me suis approchée sans bruit. Il a dit, sans se tourner. « Tu crois qu'il sera fier de moi un jour? Qu'il comprendra ?» J'ai posé ma main sur sa nuque, doucement. Il comprendra que son père l'a aimé dès la première seconde. C'est ça qui compte. Il a essuyé ses yeux, discrètement. Oui, il était jeune. Oui, il n'avait pas tout vécu, tout vu. Mais il aimait. Et dans cet amour-là, il avait grandi plus que bien des hommes de son âge. Nous avions notre routine. Nos joies simples. Les promenades avec la poussette, les tartines trop beurrées, les après-midi à regarder Elliot dormir sur nos ventres. C'était une vie minuscule, mais complète. Mais à Cressac, les saisons changent vite, et les nouvelles aussi. Le jour où nous avons annoncé le baptême d'Elliot, les langues se sont déliées. Un baptême? À l'église? Et elle croit qu'on va bénir un péché? C'est ce que j'ai entendu un jour au marché, juste derrière moi. Une voix de femme que je connaissais bien. La sœur de mon mari. Je me suis retournée, j'ai soutenu son regard. Dieu n'a jamais interdit d'aimer. Il a interdit de juger. Elle n'a rien répondu. Mais je l'ai vue reculer. Parce que cette fois, ce n'était plus une honte que je portais. C'était un enfant. Un nom. Une vérité. Le jour du baptême, l'église était pleine. Damien portait Elliot, vêtu d'un petit costume blanc cousu par mes soins. Moi, j'avais mis une robe bleu pâle, celle que je gardais pour les grandes occasions, même si je n'avais plus cru en aucune depuis longtemps. Quand nous sommes entrés, il y a eu un silence. Puis un murmure. Puis, des visages qui s'ouvraient. Le curé, celui-là même qui m'avait évité depuis des mois,
a pris la parole avant même de commencer la cérémonie. Sa voix tremblait. J'ai jugé. J'ai cru savoir. Mais aujourd'hui, je vois. Je vois un homme qui aime. Une femme qui s'est battue. Et un enfant qui mérite notre accueil. Il a regardé Elliot. Puis il m'a regardé, et il a dit. Cet enfant est une grâce. Et cette femme, une leçon d'amour. J'ai senti ma gorge se nouer. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Mais j'ai pris la main de Damien, et ensemble, nous avons avancé jusqu'à l'autel. Elliot a été baptisé sous une lumière dorée qui perçait à travers les vitraux. L'eau sur son front brillait comme une seconde naissance, non pas seulement la sienne, mais la nôtre aussi. En sortant de l'église, une foule s'était formée. Des voisins. Des anciens amis. Des inconnus. Josette M.A. Embassy. Thérèse a pris une photo. Même le maire nous a salués. Et cette fois, il n'y avait ni chuchotement ni ironie. Il y avait de l'admiration, du respect et de l'émotion. Ce jour-là, je n'ai plus eu peur. Peur de marcher dans la rue. Peur d'être vue avec Damien. Peur qu'on appelle Elliot le fils de la honte. Parce que ce jour-là, les gens avaient vu. Et compris. Qu'on pouvait aimer hors des normes. Qu'on pouvait enfanter hors du temps. Qu'on pouvait renaître après 60 ans. La semaine suivante, une journaliste d'un grand hebdomadaire m'a appelée. Elle voulait raconter mon histoire. J'ai hésité. Puis j'ai dit oui. Pas pour moi. Pour les autres. Pour celles qui se croient finies. Pour celles qu'on traite de folles. Pour celles qui aiment encore en secret. J'ai parlé devant une caméra, ma voix tremblait un peu. Mais j'ai dit. Le bonheur n'a pas d'âge. Il ne regarde pas la date de naissance. Il regarde le courage. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais reculé devant un regard. Il y a des matins, maintenant, où j'oublie que j'ai 65 ans. Je me réveille avec le gazouillis d'Elliot dans le babyphone, et c'est comme si le monde recommençait à neuf. Pas de rides, pas d'arthrose, pas de passé. Juste l'instant. Juste l'amour. Ce n'est qu'en me regardant dans la glace que je me rappelle. Les plis, les cernes, les veines trop visibles sur mes mains. Et pourtant, je me regarde et je me dis, tu n'as jamais été aussi vivante. Ce jour-là, Damien est rentré plus tôt de l'atelier. Il avait ce sourire-là, celui qui annonce une idée un peu folle, un peu belle. Louise, j'ai pensé à quelque chose. Je le connais, maintenant. Quand il dit ça, il faut s'asseoir, parce qu'il va déposer un rêve entre deux phrases, et il espère que je vais le rattraper. Et si on partait une semaine, tous les trois, au bord de la mer? Je veux qu'Elliot voie les vagues. Qu'il sente le sel. Qu'il touche le sable. Et toi, que tu respires un peu. J'ai eu une hésitation. Les habitudes, les plantes à arroser, les craintes du voyage. Et puis, j'ai vu ses yeux. Alors j'ai dit oui. Nous sommes partis 2 semaines plus tard, en voiture. Elliot à l'arrière, riant au rythme des chansons qu'on mettait. Damien au volant, moi le cœur entre crainte et exaltation. C'était la première fois que je quittais le village depuis plus d'1 an. Nous avons loué une petite maison blanche près de Royan. Rien de luxueux. Mais la mer était là, tout près, et le ciel avait ce bleu immense qu'on oublie quand on vit entre 4 murs. Le premier matin, je suis restée sur la terrasse, Elliot dans mes bras. Il regardait les goélands, émerveillé. Moi, je regardais Damien jouer à planter un parasol, maladroitement. Et j'ai ri. D'un vrai rire. Celui qu'on pousse sans retenue. Celui qu'on croyait perdu. La plage était presque vide. Nous avons marché tous les trois, Elliot dans l'écharpe de portage, Damien tenant mes sandales dans une main et ramassant des coquillages de l'autre. Il m'a dit, les pieds dans l'eau. Tu sais, j'ai eu peur. Quand tu étais à l'hôpital. J'ai cru que je n'y arriverais pas. Que j'allais perdre les 2 personnes que j'aime le plus. Je l'ai regardé. J'ai pris sa main. Tu n'as rien perdu, Damien. Tu as tout gagné. On a gagné ensemble. Le soir, Elliot dormait d'un sommeil profond. La mer berçait nos silences. Et sous les étoiles, Damien m'a prise dans ses bras, comme au tout début. Mais cette fois, il n'y avait plus d'inconnu. Plus de distance. Seulement la certitude douce d'avoir franchi ensemble l'impossible. Nous sommes restés là, assis sur le sable, à écouter le ressac. Il a posé sa tête contre mon épaule et m'a dit « Je veux t'épouser, Louise. Pas pour faire joli, pas pour rassurer le monde. Pour te dire que je ne partirai jamais. » J'ai senti mon cœur battre fort. Trop fort, même pour mon âge. Je n'ai pas répondu tout de suite. Les mots ne suffisaient pas. Alors je l'ai embrassé. Lentaiment. Comme on dit oui sans le dire.
Quand nous sommes rentrés à Cressac, tout semblait plus clair. La lumière, les chemins, même les visages croisés. Nous avons annoncé nos fiançailles lors d'un dîner en petit comité. Josette a applaudi. Camille a pleuré, encore. Alice a haussé les épaules, mais elle est restée jusqu'au dessert. Le mariage n'a pas été grand. Une simple cérémonie civile, un samedi de mai, dans le petit jardin derrière la mairie. Damien portait une chemise blanche. Moi, une robe ivoire cousue par Camille. Elliot tenait une petite fleur à la main. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il riait, et c'était tout ce qui comptait. Les alliances, nous les avons choisies simples. En argent, gravées à l'intérieur. Encore et encore. Parce que c'est ainsi qu'il m'aime. Qu'il nous aime. Ce jour-là, j'ai vu dans les yeux des autres non plus l'étonnement, ni le mépris, mais l'admiration. L'émotion. Même ceux qui ne m'avaient jamais parlé m'ont tendu la main, comme s'ils demandaient pardon. Et moi, je les ai tous pardonnés. Parce que le bonheur guérit plus que les excuses. Quelques semaines après le mariage, j'ai repris doucement mon activité de couture. Une voisine m'a demandé un ourlet. Une autre, une robe pour une communion. Puis ce furent des gigoteuses, des doudous, et un jour, une femme inconnue est venue. Elle m'a dit « On m'a parlé de vous. Je suis enceinte. J'ai 45 ans. Mon mari m'a quittée. Tout le monde me juge. Je l'ai fait asseoir. Je lui ai préparé un thé. Je lui ai dit « Je comprends. Tu n'es pas seule. Et ce que tu portes en toi, c'est de l'espoir. Pas du scandale. » Depuis, je reçois des lettres. Des femmes, des grands-mères, même des hommes. Des mots pleins de tremblement, de souffrance, de gratitude. Et chaque fois, je leur écris. Ne vous excusez pas de vivre. L'hiver suivant fut rude, mais doux à l'intérieur. Il neigeait beaucoup cette année-là. Damien passait ses matinées à dégager l'allée à la pelle, Elliot enroulé dans sa petite combinaison, riant aux éclats chaque fois que la neige volait dans l'air. Le froid n'avait plus la même morsure qu'avant. Il n'isolait plus. Il rassemblait. Chaque jour, nous avions nos rituels. Elliot venait se blottir contre moi pendant la sieste, son souffle chaud contre ma joue, ses doigts agrippés à mon chandail. Je n'aurais jamais cru que le bonheur pouvait être aussi simple. Aussi silencieux. Aussi petit, et pourtant si immense. Et puis, au détour d'un après-midi gelé, j'ai reçu une lettre. Écrite à la main. Papier jauni. Une écriture que je ne connaissais pas. C'était d'une femme nommée Mireille. Une octogénaire du Sud, qui avait entendu parler de mon histoire à la radio. Elle écrivait « On m'a dit que vous avez osé être mère alors que le monde disait que c'était fini pour vous. Moi, je n'ai pas osé. J'avais 43 ans, j'ai avorté parce qu'on me disait que c'était irresponsable. J'y pense encore chaque jour. Merci de ne pas avoir écouté la peur. Je suis restée longtemps avec cette lettre dans les mains. Puis j'ai pleuré. Pas pour moi. Pour elle. Pour toutes les Mireilles. Pour toutes les femmes qui ont cru qu'il y avait une date d'expiration sur leur corps, leur droit d'aimer, de donner la vie. J'ai répondu à Mireille. Longuement. Et j'ai fini ma lettre par ces mots. La vie ne se compte pas en années. Elle se mesure en audace. Peu de temps après, d'autres lettres sont arrivées. Puis des mails. Puis des invitations à parler dans des émissions, des conférences, même des écoles de sages-femmes. Je ne suis pas montée à Paris. Trop loin, trop de stress. Mais une fois, une équipe de tournage est venue jusqu'à notre jardin. Ils ont filmé Elliot en train de dessiner sur la terrasse, Damien ponçant un petit cheval en bois, et moi, assise avec un tricot. Je n'ai pas parlé à la caméra comme une star. J'ai parlé comme une grand-mère. Avec mes mots, mes silences. Mes rides pleines d'histoire. À la fin, le journaliste m'a demandé « Qu'aimeriez-vous dire à la femme que vous étiez à 60 ans ?» J'ai souri, puis j'ai répondu « N'aie pas honte d'avoir encore un cœur qui bat. » Cette phrase-là a tourné. Beaucoup. Elle est devenue une citation. On me l'a renvoyée imprimée sur des cartes postales. Sur des sacs. Une institutrice m'a même écrit pour me dire qu'elle l'avait accrochée dans sa salle de classe. Mais tout cela, pour moi, restait loin. Moi, je continuais ma vie. Une vie où les nuits étaient parfois courtes. Où Elliot tombait malade et où je passais des heures à lui mouiller le front. Une vie où Damien s'inquiétait des factures et des délais de livraison pour ses commandes de meubles. Une vie où je retrouvais parfois la peur de vieillir plus vite que je ne le voulais. Car elle revient, la peur. Par moments. Comme une vieille connaissance. Quand je vois Elliot courir dans le jardin, et que je sens mon souffle court. Quand je monte les escaliers avec plus de peine. Quand je me réveille en sursaut, hantée par la pensée.
Et s'il me restait peu de temps? Assez pour l'élever? Pour le voir grandir? Ces nuits-là, je descends dans la chambre de mon fils. Je le regarde dormir. Et je pose la main sur son dos, juste assez longtemps pour sentir qu'il est là, bien là. Et je me dis, peu importe si je ne vis pas jusqu'à ses 20 ans. Je vis maintenant. Pleinement. Intensément. Et il saura. Il saura que je l'ai aimé sans limite. Damien m'a confié un soir qu'il pensait à ça aussi. Il n'a pas dit la chose frontalement, mais ses mots portaient le poids d'un futur qu'il redoute. Si un jour tu n'es plus là, je veux qu'il ait quelque chose. Une trace de toi. Alors nous avons commencé à écrire un carnet. Un grand cahier à spirale, avec une couverture en cuir. À l'intérieur, j'écris pour Elliot. Je lui raconte notre histoire. Je colle des photos, des dessins, des bribes de recettes. Je lui décris mon enfance, mes erreurs, mes joies. Je lui parle comme s'il allait ouvrir ce carnet à 18 ans, un jour de pluie, et chercher un morceau de sa mère. Et chaque soir, après avoir écrit une page, je referme le cahier et je le serre contre moi. Parce que c'est ma promesse. Mon héritage. Mon cri d'amour à travers le temps. Elliot a maintenant 2 ans. Il parle un peu. Il court beaucoup. Il rit tout le temps. Il dit « maman » d'une voix claire, en me regardant droit dans les yeux. Et chaque fois qu'il le dit, ce mot simple, je me redresse. Mon dos me fait peut-être mal, mais mon âme se dresse. Parce que ce mot-là, maman, c'est le plus grand cadeau que la vie m'ait jamais fait. Il y a quelques semaines, alors que nous étions en train de déjeuner, Elliot a pointé du doigt une vieille photo de moi, accrochée dans le couloir. Une photo en noir et blanc, prise lors de mon mariage avec feu mon premier mari, Jean. Il m'a regardé, perplexe. Maman? J'ai hésité. Comment lui expliquer ce passé qui n'est pas le sien, ce visage qu'il reconnaît à peine? Je lui ai dit simplement. C'était moi, il y a très longtemps. Il a plissé les yeux, puis a répondu. C'est pas toi. Toi, t'es maintenant. J'ai ri. Un rire triste et beau. Parce qu'il avait raison. Ce que j'étais, ce que j'avais été, tout cela ne comptait plus vraiment. Pour lui, j'étais maintenant. Sa maman d'aujourd'hui. Sa référence. Sa sécurité. Et c'est dans ce mot-là, maintenant, que résidait tout le sens de notre aventure. Je n'étais plus cette veuve effacée, cette femme qu'on appelait la pauvre Louise, celle qui ne faisait plus de bruit depuis des années. Non. J'étais redevenue quelqu'un. Pas pour les journaux, pas pour la commune. Pour lui. Pour Damien. Pour moi. Mais parfois, dans les moments de calme, la réalité revient. Brutale. Implacable. L'autre jour, alors que je portais Elliot dans mes bras après une chute, j'ai senti une douleur vive dans ma hanche. Une brûlure. Une limite. J'ai dû le poser, m'asseoir, souffler. Et j'ai vu la peur dans les yeux de Damien. Il s'est accroupi, m'a tenu la main. Ça va passer? J'ai voulu dire oui, mais je n'étais pas sûre. Alors ce soir-là, nous avons parlé. Pour de vrai. Sans filtre. Sans faux semblant. Damien m'a demandé ce qu'il adviendrait d'Elliot si quelque chose m'arrivait. Je veux que tu me dises ce que tu veux pour lui. Pour que je sache. Pour que je sois prêt. J'ai mis du temps avant de répondre. Puis j'ai dit. Je veux qu'il se souvienne de l'amour, pas du scandale. Qu'il sache que sa mère a défié le temps, pas pour braver les autres, mais pour le rencontrer, lui. Et il m'a promis. Il a juré qu'il lui parlerait de moi chaque jour, s'il le fallait. Qu'il garderait ce carnet que j'écris. Qu'il lirait mes mots à Elliot les soirs d'orage. Qu'il lui montrerait nos photos, nos recettes, nos histoires. Cette promesse m'a rassurée. Pas parce qu'elle efface la peur, mais parce qu'elle lui donne un sens. Un cadre. Une douceur. Nous avons aussi parlé de l'école. Elliot allait bientôt faire sa rentrée en maternelle. L'idée de l'inscrire me bouleversait. Pas à cause du changement, non. Mais à cause de ce qu'il allait découvrir. Les autres enfants, les parents, et cette différence qu'on ne pourra jamais vraiment cacher. Je serai la seule mère de l'école avec des cheveux tout blancs. Je le sais. Et je sais aussi que les enfants poseront des questions. Que les parents, même sans le dire, se poseront les leurs. Mais je suis prête. Parce que j'ai appris, avec Elliot, à ne plus avoir honte de ma différence. Elle est mon histoire. Elle est sa naissance. Elle est notre miracle. Le jour de la pré-rentrée, j'ai mis ma plus belle écharpe. Damien portait Elliot sur ses épaules. On riait tous les trois, comme une famille ordinaire. Personne ne nous a arrêtés. Quelques regards, oui. Mais aucun mot. La maîtresse a été douce. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Il est éveillé, curieux,
très attachée à vous. Vous avez fait du beau travail. Je n'ai pas pleuré. Pas devant elle. Mais en sortant, sur le chemin du retour, dans la voiture, j'ai posé ma main sur celle de Damien et les larmes sont venues. De fierté. De soulagement. De gratitude. Elliot, lui, n'a rien remarqué. Il regardait par la fenêtre, émerveillé par un camion de pompiers qui passait. Et moi, je me disais, il est prêt. Il est fort. Il est heureux. Et moi, malgré tout, j'ai réussi quelque chose. Ce soir-là, Damien a ouvert une bouteille de cidre. Il a porté un toast. À toi, Louise. À la femme qui a dit oui à la vie, quand tout le monde lui disait non. J'ai souri. Et j'ai dit, à nous trois. À ce qu'on a bâti. Contre les vents. Contre les marées. Contre le temps. Puis Elliot a levé son verre d'eau en plastique et a crié. À maman. Et là, mon cœur s'est arrêté une seconde. Une fraction de silence, où tout a vibré. Ce mot, encore. Mais porté par sa voix d'enfant. Par son amour sans condition. Par sa reconnaissance instinctive. Et je me suis dit, même si je ne vis pas 100 ans, j'ai déjà vécu l'essentiel. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez quand on parle des grands bouleversements de la vie. Ce n'est pas le choc qui est le plus dur, c'est l'après. Quand le monde redevient normal, quand le bruit retombe, et que vous devez recommencer à marcher dans le silence. Dans les mois qui ont suivi la rentrée d'Elliot à l'école, notre vie s'est installée dans un rythme presque banal. Réveil trop tôt, chaussettes disparues, goûter collé au fond du cartable. Les grandes émotions ont laissé place aux petits tracas. Et pourtant, c'est là, dans cette normalité, que j'ai ressenti le plus grand vertige. Un matin, alors que Damien était déjà parti à l'atelier et qu'Elliot s'était endormi dans la voiture après avoir renversé la moitié de son jus d'orange sur sa veste, je suis restée seule dans la cuisine. La tasse de thé entre les mains, le silence autour de moi. Et j'ai eu peur. Pas une peur précise, pas une alerte. Une peur sourde, diffuse. Celle de n'être qu'un passage. Celle de ne pas être là assez longtemps. Celle d'un futur que je ne verrai peut-être jamais. Est-ce que je serai encore là quand il perdra sa première dent ? Quand il aura son premier chagrin d'amour ? Quand il quittera la maison ? Et pire encore, est-ce qu'un jour, il m'oubliera ? Cette idée m'a glacée. Alors, j'ai recommencé à écrire. Plus fort. Plus souvent. Chaque jour, une page dans le carnet d'Elliot. Pas seulement des souvenirs, mais aussi des lettres. Des confidences. Des conseils. Mon petit Elliot, si un jour tu es triste et que tu ne sais pas pourquoi, sache que ça arrive. Même au plus fort. Prends ton temps. Respire. Et souviens-toi de la mer, du vent, de ton doudou qui sentait la vanille. Mon petit Elliot, si quelqu'un te dit que tu ne peux pas faire quelque chose à cause de ton âge, de ton nom, de ta naissance, souris. Tu viens de un miracle. Tu es né d'un défi. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et chaque page devenait pour moi une façon de prolonger mon amour, au-delà des années, au-delà de moi-même. Ce carnet, je l'appelle notre pont. Parce que même si je ne peux pas lui construire une vie sans obstacles, je peux lui laisser un chemin. Un passage entre lui et moi, même quand je ne serai plus là pour lui répondre. Un soir, Damien m'a surprise en train d'écrire. Il n'a rien dit. Il s'est assis près de moi. Et il a sorti un carnet à lui. Je l'ai regardé, étonné. C'est pour lui aussi, a-t-il dit. Mais version papa. Avec mes mots. On s'est mis à rire doucement. 2 carnets. 2 voix. Un enfant. Puis les mois ont continué de passer. Elliot Grandisate. Trop vite. Il apprenait de nouveaux mots chaque jour. Il avait cette façon de dire « bizarre » en roulant le « R » que je trouvais irrésistible. Il avait hérité de mon front, du nez de Damien, et d'une sensibilité immense. Il était attentif, intuitif. Un jour, je me suis assise un peu trop vite et j'ai grimacé. Il s'est précipité avec son petit tabouret et m'a dit « Assieds-toi là, maman, c'est plus doux ». Et j'ai su qu'il comprenait. Même à son âge. Il comprenait que sa maman n'était pas comme les autres. Que mes jambes me faisaient parfois mal. Que mon dos me trahissait. Mais il ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais plus lente, plus fatiguée. Il m'acceptait telle que j'étais. Et c'est peut-être ça, le plus grand cadeau qu'il m'ait fait. Il m'a permis de m'aimer à nouveau. Pas pour ce que j'aurais pu être, mais pour ce que je suis, ici, maintenant. Mais l'extérieur, lui, ne s'adoucit pas toujours. Un jour, en allant le chercher à l'école, j'ai surpris une conversation entre 2 mamans, derrière moi. C'est elle, la vieille. Tos vu. C'est sa mère, paraît-il. Pas sa grand-mère. Franchement, c'est égoïste. Je n'ai rien dit.
Je ne me suis pas retournée. Mais je suis rentrée avec un nœud dans la gorge. Je me suis assise sur le canapé, Elliot dans les bras, et j'ai pleuré sans un bruit. Quand Damien est rentré, il m'a trouvée ainsi. Il n'a pas posé de questions. Il s'est assis à côté de moi. Il a pris ma main. Puis il a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Ils peuvent parler. Mais toi, tu l'élèves. Toi, tu l'aimes. Et lui, il sait. Et j'ai su qu'il avait raison. Parce que le regard d'Elliot, quand il me cherche le matin, quand il crie « Maman » en courant vers moi, il ne doute pas. Il ne demande pas mon âge. Il ne cherche pas à comprendre. Il m'aime. Complètement. Immédiatement. Comme seuls les enfants savent le faire. Et moi, je m'accroche à ça. À cet amour pur, total. Un amour qui me donne la force de me lever même les jours où tout me fait mal. Parce que je ne suis pas seulement une mère improbable. Je suis sa mère. Et cela, personne ne pourra me l'enlever. Le printemps est revenu. Et avec lui, les premières balades sans manteau, les odeurs de terre humide, les cris d'enfants dans les ruelles. Elliot les imitait, avec ses petites jambes encore hésitantes et son rire qui éclatait sans prévenir. Le regarder jouer, courir après les pigeons ou s'émerveiller d'un pissenlit, c'était comme assister à une renaissance perpétuelle. Mais moi, je sentais en silence que le temps faisait son œuvre. Je commençais à perdre un peu de souffle. À oublier des choses. À avoir besoin de m'asseoir plus souvent. Rien de dramatique. Mais ces petits signaux-là, je ne pouvais plus les ignorer. Je connaissais trop bien la langue du corps qui faiblit. Et c'est peut-être pour ça que je me suis mise à ranger. Pas de manière triste, non. Pas comme on plie bagages. Mais comme on fait place. Comme on prépare le terrain pour que ceux qu'on aime puissent avancer sans trébucher sur vos pas. J'ai trié mes papiers, mes vêtements, mes lettres anciennes. J'ai laissé quelques objets à Camille, quelques recettes à Alice. Et j'ai mis de côté, dans une boîte en fer, les souvenirs que je veux confier à Elliot, quand il sera prêt. Une dent de lait de sa toute première poussée. Une photo de nous trois à la mer. Une mèche de ses cheveux blonds coupés lors de sa première vraie coupe. Et une lettre. Cette lettre-là, je l'ai écrite un matin où je pensais à la fin, mais avec tendresse. Pas avec peur. Mon petit cœur. Si tu lis ces mots, c'est que je suis ailleurs. Peut-être que je vole au-dessus des champs de coquelicots. Peut-être que je suis juste dans une brise, un rayon, un silence. Ce que je veux te dire, c'est que je ne suis jamais vraiment partie. Tu es ma continuité. Mon souffle devenu le tien. Sois libre. Sois du. Sois fort. Et surtout, aime. Aime comme je t'ai aimé. À la folie. À contre-courant. À contre-âge. Je l'ai plié soigneusement, et je l'ai glissé au fond de la boîte. Puis je l'ai caché tout au fond de mon armoire, derrière mes napperons brodés. Et ce jour-là, je me suis sentie légère. Comme si j'avais accompli une mission. Celle de transmettre. Mais la vie, elle, ne s'arrête jamais au moment prévu. Quelques jours plus tard, Damien m'a annoncé qu'il avait été invité à présenter ses meubles dans une foire artisanale à Bordeaux. Une vraie reconnaissance. Il hésitait. Il ne voulait pas me laisser seule. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « Vas-y, c'est ton moment. Elliot et moi, on sera là à ton retour. » Alors il est parti pour 2 jours. Et moi, j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas prévu. Le deuxième soir, Elliot dormait déjà, et je me suis sentie mal. Un vertige soudain. Un étourdissement comme une vague qui m'a balayée. J'ai réussi à m'asseoir. J'ai attendu. J'ai respiré lentement. Puis ça a passé. Le lendemain matin, j'ai tout de même appelé le médecin. Il est venu dans l'après-midi, m'a ausculté, m'a demandé 1000 questions. Puis il a dit, doucement. Ce n'est rien de grave. Mais vous devez vous ménager, Louise. Le stress, la fatigue. Vous portez beaucoup. Il avait raison. Mais comment faire autrement ? L'amour, ça pèse aussi. Quand Damien est rentré, il a su tout de suite. Il a posé son sac, m'a serré dans ses bras, puis il a dit « Je vais ralentir. Je veux être là plus souvent. » Mais je l'ai regardé et j'ai dit « Non. Tu ne dois pas te restreindre pour moi. Ce qu'on construit pour Elliot, c'est aussi ton rêve. Ta liberté. » C'était vrai. Il fallait qu'il vole. Pour lui, pour nous, pour que notre fils voie ce que c'est qu'un homme libre et fidèle à ses rêves. Les jours ont repris. Elliot allait bien. Trop bien, même. Une énergie que je n'arrivais plus toujours à suivre. Il posait beaucoup de questions. Surtout. Sur la lune, sur les fourmis, sur pourquoi le chat dort autant. Et puis, un soir, alors que je lui racontais une histoire, il m'a regardé très sérieusement et m'a dit
Maman, pourquoi t'es pas comme les mamans des autres? Mon cœur a eu un sursaut. Mais je n'ai pas fui. Je lui ai souri et j'ai dit. Parce que moi, je suis une maman magique. Je suis arrivée tard, mais j'ai apporté plus d'amour dans mes bagages. Il a réfléchi, puis il a hoché la tête. Alors c'est mieux. Et il s'est endormi dans mes bras. Ce moment-là, je l'ai inscrit dans mon carnet. Et dans mon cœur. Parce qu'à travers ces mots simples, Elliot venait de m'absoudre. Il venait de dire ce que j'avais tant espéré entendre. Tu me suffis. Je ne suis peut-être pas la plus jeune. Ni la plus en forme. Mais je suis la sienne. Entièrement. Et tant que je pourrai, je marcherai à ses côtés. Et quand je ne pourrai plus, mes mots, mes gestes, ma voix resteront. À travers Damien. À travers chaque page écrite. À travers ce petit garçon qui court sous le ciel avec un prénom de lumière. C'était un dimanche comme un autre, au début de l'été. La lumière entrait doucement par les rideaux, et Elliot jouait à faire rouler ses petites voitures autour de mes pieds pendant que je tricotais une écharpe, par habitude plus que par nécessité. Damien préparait une tarte aux abricots dans la cuisine, en fredonnant un air du Sud qu'il chantait toujours quand il était de bonne humeur. Ce jour-là, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu, et de l'autre côté, une voix douce, hésitante. Une femme. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait pour une maison d'édition. Elle avait vu le reportage télévisé, entendu notre histoire, et elle voulait me proposer quelque chose. Madame Louise, disait-elle, et si votre histoire devenait un livre? Pas une fiction. Un vrai témoignage. Vos mots. Votre voix. Pour d'autres femmes. Pour les générations à venir. J'ai cru à une plaisanterie. J.I.R. Maladroitment. Moi? Écrire un livre? Je ne suis pas écrivaine. Je suis une femme ordinaire avec un carnet à spirale et un vieux dictionnaire dans la commode. Mais Claire insistait. Elle m'avait entendue. Et elle croyait que ma voix pouvait porter. Aider. Inspire. J'en ai parlé à Damien le soir même. Il a posé sa fourchette et m'a regardé, très sérieusement. Tu devrais dire oui. Tu le mérites. Les autres aussi. Alors, j'ai accepté. Pas pour la gloire. Pas pour l'argent. Pour Elliot. Pour celles qui n'osent pas. Pour moi aussi, peut-être. Pour déposer quelque part, une bonne fois, tout ce qui pesait, tout ce qui m'avait transformé. L'écriture a duré plusieurs mois. J'écrivais chaque matin, après avoir déposé Elliot à l'école. Je me mettais à mon bureau, avec une tasse de thé, et je laissais venir les souvenirs. Parfois, je riais en me souvenant de mes maladresses. D'autres fois, je pleurais en revivant les nuits d'hôpital, les regards de mépris, le silence de mes filles au début. Mais écrire, c'était comme recoudre une étoffe qu'on croyait déchirée. Je recollais les morceaux de moi-même, un mot après l'autre. Claire m'aidait à distance. Elle relisait, corrigeait un peu, mais surtout, elle me laissait ma voix. Et ça, c'était important. Quand le livre a été terminé, elle m'a appelée. Sa voix tremblait d'émotion. Vous avez écrit quelque chose de rare, Louise. Quelque chose de vrai. Il a été publié en mars. Le titre, c'était simple, encore une fois, Maman. La couverture montrait juste une main ridée, tenant une toute petite main d'enfant. Pas de fioriture. Juste l'essentiel. Les premières semaines, je n'ai pas réalisé ce que cela provoquait. Puis sont venus les premiers messages. Des lecteurs. Des lectrices. Des témoignages. Des histoires de femmes qui avaient pleuré, ri, trouvé du courage dans mes mots. Et moi, je restais là, chaque soir, à regarder ce livre posé sur la table, en me disant « C'est moi, ça. Moi qui pensais être invisible, inutile, oublié. » Un jour, un courrier est arrivé. Une invitation officielle. Le Salon du Livre de Lyon m'invitait à une table ronde sur le thème « La maternité au-delà des normes ». J'ai hésité. Longtemps. Le monde littéraire, ce n'était pas mon univers. Mais Damien a dit « Il faut y aller. Tu ne parles pas que pour toi, tu parles pour tant d'autres. » Alors j'ai pris le train. J'ai mis ma plus belle robe. J'ai serré le carnet d'Elliot contre moi comme un porte-bonheur. Et je suis montée sur scène. Je me suis assise. Le micro tremblait entre mes mains. Il y avait du monde. Beaucoup. Mais quand j'ai parlé, j'ai pensé à Elliot. À son rire. À sa voix. Et j'ai dit « Je suis devenue mère à 62 ans. Pas pour défier le monde. Mais parce que l'amour est venu frapper, et que je n'ai pas eu la force de fermer la porte. » Il y a eu un silence. Puis des applaudissements. Mais ce n'est pas ça que je retiens. Ce que je retiens,
c'est cette femme, à la fin, qui m'a pris la main et m'a dit « Vous m'avez rendue fière d'être vieille. Merci. » Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, j'ai appelé Damien. Elliot m'a crié à travers le combiné. « Maman, c'est quand que tu rentres ? Je t'ai fait un dessin. » Et j'ai pleuré. Encore une fois. Parce que même si j'étais loin, je savais que j'étais attendue. Aimée. Quand je suis rentrée, son dessin m'attendait sur la porte, un grand cœur rouge, avec 3 petits bonshommes à l'intérieur. C'est nous, maman. Toi, papa et moi. J'ai accroché ce dessin au mur du salon. Il est encore là aujourd'hui. Et chaque fois que je passe devant, je me dis que j'ai eu raison de tout affronter. Que les nuits d'angoisse, les douleurs, les jugements, les doutes, tout cela valait ce cœur rouge, ce petit bonhomme au sourire maladroit. Je n'ai jamais cherché la gloire. Mais j'ai trouvé la paix. Et ça, c'est plus rare encore. Le temps a continué d'avancer, avec la même lenteur pressée que seuls les parents reconnaissent. Les jours semblaient parfois longs, mais les années, elles, passaient sans prévenir. Elliot a eu 5 ans cette année. 5 bougies sur un gâteau au chocolat que Damien et moi avons préparé la veille, à 4 mains, en riant comme 2 adolescents. Il a soufflé dessus avec tant d'énergie que la moitié du glaçage s'est envolée. Il a ri. Nous avons ri. Mais dans ce rire, il y avait aussi une toute petite note de gravité que personne n'a entendue. Sauf moi. Parce que 5 ans, c'est une main pleine. C'est une étape. C'est le début de l'école des grands. C'est le moment où l'enfant commence à poser les vraies questions, celles qui touchent là où on n'est jamais vraiment prêt. Et ça n'a pas manqué. Une semaine après son anniversaire, Elliot est rentré de l'école, le front plissé, les joues rouges d'avoir couru, et il m'a dit « Maman, Maxime il a dit que t'es trop vieille pour être ma maman. Il a dit que les mamans, elles ont pas de cheveux blancs. » J'ai senti un frisson dans tout mon dos. Pas de colère, non. De douleur. Mais pas pour moi. Pour lui. Pour cette première blessure invisible. Celle qu'on ne peut pas éviter, même en aimant de tout son cœur. Je me suis agenouillée devant lui, à sa hauteur. Je lui ai pris les mains. « Et toi, qu'est-ce que tu as répondu ?» Il m'a regardé, très sérieux, et il a dit « J'ai dit que toi, t'étais la plus douce. Et que t'avais les cheveux blancs comme les nuages, et que c'est beau les nuages. » Mon cœur s'est serré si fort que j'ai cru qu'il allait se fendre. Je l'ai serré contre moi et j'ai murmuré « Tu as bien parlé, mon ange. » Très bien. Mais ce soir-là, quand il s'est endormi, j'ai laissé les larmes couler. Pas de tristesse, cette fois. Mais d'acceptation. Parce que je savais que ce genre de moment reviendrait. Que le monde continuerait de questionner, de juger, d'incompréhender. Et je ne pourrais pas toujours le protéger. Mais je peux lui donner les outils pour se construire. Alors, j'ai repris mon carnet. Mon Elliot, tu rencontreras souvent des gens qui penseront que leur vérité est la seule. Qui te jugeront sans savoir, sans te connaître. Ne les laisse pas te changer. Reste toi. Fear. Curieux. Bon. Tes origines sont spéciales, oui. Mais elles sont aussi ta force. Tu es le fruit d'un amour qui a dit oui quand tout disait non. N'oublie jamais ça. Le lendemain, Damien m'a prise à part, dans le jardin. Louise, est-ce que tu veux qu'on envisage un suivi pour toi ? Preventive. Juste pour que tout soit clair, en cas de fatigue. Je l'ai regardé. Il ne me parlait pas de mon moral. Il me parlait de mon corps. De ce corps qui m'a offert un miracle, mais qui, doucement, rend les armes. Alors j'ai dit oui. Les premiers examens étaient rassurants. Rien d'alarmant. Un peu de tension, un peu d'ostéoporose. Rien que de très banal, disait-on. Mais on m'a conseillé de ralentir. De me reposer. De ne plus porter Elliot trop longtemps. J'ai souri poliment. Puis je suis rentrée. Et j'ai porté mon fils jusque dans sa chambre. Juste une fois. Encore une. Parce que je ne voulais pas qu'il oublie cette sensation. Celle d'être porté par sa mère. Même si elle avait mal. Même si elle avait 67 ans. Ce même mois, Alice est revenue de Paris. Elle avait changé. Elle ne portait plus ce masque de contrôle, cette armure froide qu'elle exhibait toujours depuis le début de mon histoire avec Damien. Elle est restée pour le week-end. Et le dimanche matin, alors que nous épluchions des pommes côte à côte, elle m'a dit « Tu sais, maman, parfois je t'envie. » J'ai levé les yeux, étonnée. Je t'ai jugée. J'ai eu peur. Mais au fond, tu as vécu ce que beaucoup ne vivent jamais. Tu as aimé 2 fois. Tu as donné la vie à un âge où on ne t'attendait plus. Et tu as tenu bon. Moi, je cours après un bonheur que je n'ai même pas défini. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste prise dans mes bras. Ma fille. Mon aînée.
Celle qui m'avait rejetée et qui, aujourd'hui, venait me chercher du regard. Le soir, elle a tenu Elliot contre elle, comme si elle rattrapait le temps perdu. Et moi, je les regardais, tous les deux, et je me disais « Voilà. C'est ça, le miracle. Ce n'est pas juste l'enfant. C'est ce qu'il a réparé autour de lui. Ce qu'il a guéri sans même le savoir. » Les semaines ont passé. Les saisons aussi. Et parfois, dans le calme de la maison, quand Elliot dort et que Damien lit à voix basse, je m'assois sur le banc du jardin, seule, et je regarde le ciel. Je pense au chemin parcouru. À la vieille femme solitaire que j'étais, un matin, quand un jeune plombier a sonné à ma porte. À la stupeur. À la grossesse. Aux douleurs. À la naissance. Au rejet. Puis à l'amour. Lentaiment, abstainement. Et je me dis que oui, si c'était à refaire, je referais tout. Même les nuits d'angoisse. Même les douleurs dans le dos. Même les regards lourds. Parce que tout ça m'a conduite ici. À Elliot. À Damien. À moi. La vie ne m'a pas fait de cadeau. Elle m'a offert une énigme. Une chance déguisée. Une seconde naissance. Pas pour lui. Pour moi. Et je l'ai saisie. Ce matin-là, Elliot s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Le soleil perçait à peine entre les volets, et déjà, il était là, debout à côté du lit, un dessin dans la main, les yeux brillants. C'est toi, maman, et moi. Et papa aussi. On vole. Je l'ai pris dans mes bras. Il sentait encore le sommeil et le pain grillé. J'ai regardé son dessin, tout en spirale maladroite et cœur rouge. J'ai vu les ailes qu'il avait dessinées sur chacun de nous. Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Pour lui, nous étions magiques. Nous étions au-dessus du jugement, au-dessus du quotidien. Une famille qui vole, contre toutes les lois de la logique. Une famille improbable, mais bien réelle. Je l'ai embrassé sur le front. Merci, mon amour. C'est le plus beau cadeau. À ce moment-là, je n'avais pas besoin de plus. Pas de reconnaissance, pas de trophée, pas même une bonne santé éternelle. J'avais son regard, ses bras autour de mon cou, sa confiance absolue. Et c'était suffisant. Cette journée-là, nous avons décidé d'aller nous promener tous les trois. Une sortie au lac. Un pique-nique. Du vent dans les cheveux. Des miettes de pain sur la nappe. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, assise sous un arbre, les pieds nus dans l'herbe, je regardais Elliot courir après une libellule. Damien, à mes côtés, posait sa tête contre mon épaule. « Tu te rends compte ?» m'a-t-il murmuré. « Si cette fuite d'eau n'était jamais arrivée chez toi, rien de tout ça n'existerait. » J'ai souri. Oui. Le destin tient parfois dans un simple « ploc » dans un évier. Une fuite, un appel, une voix qui entre dans votre vie sans prévenir. Et tout change. Je ne croyais plus aux miracles avant lui. Avant eux. Mais aujourd'hui, je sais. Les miracles ne sont pas toujours bruyants. Ils ne font pas toujours la une des journaux. Parfois, ce sont juste des petits garçons nés contre toute attente. Des hommes qui aiment sans condition. Des femmes qui retrouvent leur voix après l'âge où on croit qu'elles n'ont plus rien à dire. Et moi, je suis cette femme. Une grand-mère devenue mère. Une mère devenue écrivain. Une oubliée devenue témoin. La fin de cette histoire, elle n'existe pas encore. Elle continue, chaque matin, quand Elliot saute dans notre lit en criant « Réveillez-vous, c'est jour de câlin ». Chaque soir, quand Damien me demande si je veux monter à la lavande ou à la camomille. Chaque dimanche, quand Alice m'envoie une photo de son nouveau compagnon et que Camille m'appelle pour me demander conseil sur une soupe. Je ne suis pas éternelle. Je le sais. Mais l'amour que j'ai semé, lui, oui. Elliot me posera encore des questions. Il vivra des doutes, des absences. Un jour, il comprendra vraiment ce que cela voulait dire, être né d'une mère de 62 ans. Peut-être qu'il en souffrira. Peut-être qu'il m'en voudra un instant. Mais je sais qu'il lira mon carnet. Il lira mes lettres. Il sentira mon parfum sur les pages. Et il comprendra que ce n'était pas une folie. C'était un acte d'amour. L'un des plus grands. Celui de défier le regard du monde pour offrir un avenir à un enfant qu'on n'attendait pas. Et d'en recevoir, en retour, une renaissance. La nuit est tombée. Elliot dort, les bras autour de son doudou. Damien lit dans le salon. Et moi, je termine ces dernières lignes, mon carnet ouvert sur la table. Je ne sais pas si tu lis ceci un jour, mon fils. Mais si tu le fais, je veux que tu saches. Tu es ma plus belle surprise. Mon dernier cadeau. Ma victoire sur le temps. Quand tout me disait d'arrêter, toi, tu m'as poussé à commencer encore une fois. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, à presque 68 ans, quand je marche un peu plus lentement,
quand mes genoux grincent, quand je cherche mes lunettes sur ma tête. Je souris. Parce que je suis maman. Encore une fois. Et pour toujours.